Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pédiatime. Et si en l'espace de quelques heures, votre vie de parent basculait? Salomé, elle, s'en souvient comme si c'était hier. Sa fille Romane n'avait que 13 mois quand un mot est tombé. Une leucémie aiguë, lymphoblastique. Comment encaisse-t-on une telle annonce? Comment trouve-t-on la force d'accompagner son bébé à travers des chimiothérapies, des hospitalisations à répétition et jusqu'à une greffe de moelle osseuse? Dans cet épisode, Salomé raconte les montagnes russes de ses années de combat, la résilience incroyable de Romane et ce que cette épreuve a changé dans leur vie de famille. Mais cette histoire est aussi un appel à l'action parce que derrière chaque enfant malade, il y a des besoins vitaux. Un don de moelle, un don de sang, un don de plaquettes. Des gestes simples qui peuvent changer un destin. Bonjour Salomé. Bonjour Elodie. Ça me fait super plaisir de t'accueillir dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire, de votre histoire, surtout avec ta fille Romane. Est-ce que déjà en quelques mots, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Salomé Vidal-Marciano. J'ai 2 enfants, Romane qui a 6 ans et Simon qui a 1 an. Je pose toujours cette question à mes invités. Pour toi, quelle expression ou mot définit le mieux ta vision de la parentalité? C'est une expression, c'est l'amour plus fort que tout, et que quoi qu'il arrive, en fait, quand on est entouré d'amour, et on peut vaincre beaucoup de choses. Et tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, votre histoire avec Romane. Comment ça a commencé? Du coup, ça a commencé quand elle avait 13 mois. Elle a eu de la fièvre assez forte. Moi, comme je suis pharmacienne, je me suis pas inquiétée tout de suite. Et donc, elle a commencé par avoir 2 jours de fièvre à 40, en étant très fatiguée, sans aucun autre signe. Donc, elle est gardée en crèche ou pas, à ce moment-là? Non, elle était gardée par une nounou en garde partagée avec mon neveu. D'accord. Donc, a priori, pas de virus qui circulait, pas de voyage récent. Et elle avait pas d'autres signes cliniques, par exemple des boutons, l'oreille qui la démange, le nez qui coule. Elle avait le ventre un petit peu dur. À ce moment-là, j'ai cru qu'elle était peut-être un peu constipée. J'ai compris plus tard que en fait c'était son foie qui était très gonflé. Et ça, c'est apparu, le ventre un peu ballonné, gonflé, ça a apparu, tu l'as remarqué en tout cas que à ce moment-là, que à 13 mois. Oui, je l'ai remarqué que au moment où elle a eu sa poussée de fièvre. Et donc tu consultes une pédiatre quand même au bout de 2 jours, parce qu'on dit à peu près plus de 2 ans, enfin entre 1 et 2 ans, on consulte quand même au bout de 48 heures la pédiatre. Oui, au bout de 48 heures, en fait, ma pédiatre, elle avait une permanence téléphonique où elle répondait elle-même. Donc je l'ai appelée, elle m'a dit que ça pouvait être évocateur de la roséole ou d'une infection urinaire. Donc on a fait une bandelette qui était négative. Et on a attendu une journée supplémentaire, mais malheureusement, il n'y avait pas de boutons qui sont sortis. Et toujours aussi fatiguée à ce moment-là, Romane. Vraiment, elle dormait tout le temps, elle mangeait plus. Oui, exactement. Elle mangeait plus. Elle était complètement apathique. Elle voulait que dormir sur nous. Et elle pleurait même pas, en fait. Elle était pas énervée ni rien, juste... Et elle marchait d'habitude ou pas à 13 mois? Pas encore. Alors, elle commençait à marcher autour des meubles et tout, et là clairement rien du tout. Il se passait plus rien. Donc elle t'a consulté physiquement à un moment donné, la pédiatre Romane, elle l'a vue? Du coup on a attendu une journée de plus d'être sûr que les boutons sortent pas de la roséole, et le vendredi soir je suis allée voir la pédiatre effectivement. À ce moment-là, elle m'a dit qu'il fallait faire une prise de sang. Est-ce qu'elle t'a évoqué justement le foie qui était peut-être palpé, ou sinon elle voyait des petites taches sur le corps, ou pas du tout? Non, Romane n'avait pas de taches sur le corps, et à ce moment-là, la pédiatre m'a pas parlé de son foie qui était trop gros. Elle voulait juste que tu ailles faire une prise de sang pour voir un peu les marqueurs inflammatoires à ce moment-là. Voilà. Après, c'était vendredi soir. Du coup, elle m'a dit, vous faites la prise de sang demain matin, et je vous appelle à midi, quoi qu'il arrive, pour avoir les résultats. Donc, j'ai senti quand même qu'elle avait besoin d'avoir les résultats rapidement. Donc tu vas au labo le samedi matin, t'arrives à prendre Romane quand même si elle était très fatiguée? Oui, j'arrive à prendre Romane, j'arrive au labo, au début il me dit c'est un enfant, je sais pas si on va réussir, elle est petite. Au final on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Ça, tout de suite, oui. Et qu'est-ce qui se passe à midi alors? Il se passe que d'abord en fait le labo m'appelle avant midi en me disant qu'il faut absolument qu'il parle à mon pédiatre. Donc je leur dis justement elle m'appelle à midi, donc le labo me laisse leur numéro de portable que je transmets à ma pédiatre à midi quand elle appelle. Ok, et après à ce moment-là la pédiatre t'appelle juste après? Et juste après la pédiatre me rappelle en me disant que Romane a des problèmes au niveau de sa formule sanguine et qu'il faut tout de suite qu'on aille voir un hématologue. Et à ce moment-là le labo t'avait transmis les résultats? Ils me les ont transmis après que la pédiatre m'ait appelé.
Et tu découvres quoi? Je découvre qu'il y a des blasts dans le sang. Donc pour faire un petit point, donc les blasts en fait c'est des cellules sanguines anormales qu'on regarde seulement au frottis et qu'on n'est pas du tout censé voir. En fait, toute personne qui n'a pas de maladie du sang n'est pas censée avoir ces blasts là. Et j'imagine qu'il y avait d'autres critères sur la prise de sang qui étaient inquiétants, l'hémoglobine qui était très basse ou les plaquettes. Et je pense qu'on arrivait assez tôt dans le diagnostic parce que l'hémoglobine n'était pas si basse que ça, justement. Les globules blancs étaient un peu élevés, mais c'était vraiment, surtout les blasts, je pense qu'on a fait la prise de sang assez tôt et du coup, c'était le tout début. Et à ce moment-là, donc hypothèse numéro 1, toi, tu imagines que c'est une leucémie ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête de pharmacienne? Alors, dans ma tête, il se passe que je suis aussi maman avant tout et du coup, je me dis, je crois que c'est très grave, mais peut-être que c'est rien. Je sais pas. Et quand la pédiatre me dit, par exemple, qu'il faut aller voir un hématologue, je lui dis, super, est-ce que je peux prendre rendez-vous la semaine prochaine? Ouais. Et t'avais pas mesuré la gravité obligatoire de ces blasts, finalement? Sur le moment, non, parce que quand on est maman, je pense qu'on ferme les yeux et on a envie de pas croire que c'est ça. Bien sûr, même si tu avais une formation scientifique un petit peu là-dessus. Et du coup, elle vous envoie à l'hôpital? Oui, du coup, là, elle me dit, ah non, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est tout de suite, vous allez à Necker et il y a un hématologue qui va vous attendre parce que je l'ai déjà appelé. D'accord, donc vous êtes attendu aux urgences avec l'hématologue sur place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du coup, aux urgences, ils nous reçoivent, ils voient la prise de sang en ville, ils nous disent qu'ils ont besoin de faire plein d'examens complémentaires et ils nous donnent pas du tout de diagnostic. C'était le samedi soir, du coup, qu'on est arrivé aux urgences. Ah oui, donc en fait, il y avait que un médecin, un interne et un chef de garde et c'était assez pauvre. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'annoncer des choses assez graves comme ça, comme une leucémie à une famille un samedi soir, surtout quand l'interne, elle connaît pas forcément la maladie très bien, parce que souvent les parents, après, ils ont beaucoup de questions. Et ils vous ont hospitalisé, du coup, directement? Oui, du coup, on a tout de suite été hospitalisés en service d'hématologie. Et le lendemain matin, il y avait des examens qui étaient prévus. Il devait faire une écho, parce que notamment, elle avait le ventre très gonflé. Et ils ont remarqué que ça s'était peut-être même encore aggravé depuis 4-5 jours le foie? Oui, elle avait aussi les ganglions qui étaient remplis de blasts, en fait. D'accord, et qui a été vu comment? Du coup, qui ont été vus d'abord dans un scanner et ensuite à l'écho qu'on a fait le lendemain matin. D'accord, donc tout ça, tous ces examens ont été faits à Necker? Oui. D'accord, donc à Necker, ils ont fait tous les examens complémentaires, oui. Donc un scanner, une écho? Une écho, ils l'ont aussi emmené au bloc parce que la chance qu'on a eu, le médecin qui était là ce jour-là, était un peu spécialisé, donc il l'a emmené tout de suite au bloc faire aussi une ponction de moelle. Directement pour voir en fait la nature un peu de cette leucémie? Oui, exactement, ça c'était le dimanche. D'accord. Ah oui, c'est rare que... C'est vrai que souvent le dimanche, il se passe pas grand-chose à l'hôpital. Et après, quand c'est nécessaire, parce que c'est vrai que selon la nature des cellules, il faut vraiment mettre les traitements adaptés. Donc c'est pour ça qu'ils essayent d'avoir un diagnostic le plus précis possible pour avoir les traitements les plus précis et qui ciblent directement. Et quand est-ce que tu as eu l'annonce de cette maladie? Du coup, moi, j'aime pas ne pas savoir. Et du coup, le dimanche matin, on avait rendez-vous pour l'échographie à 8h. Je me rappelle toujours, j'étais avec Romane. On arrive. C'était le contexte Covid encore un peu parce que c'était en 2020. Ah oui. Du coup, j'étais toute seule avec Romane. Et il y a un interne de radiologie qui me reçoit pour l'échographie. Et j'ai un peu poussé le truc en disant, alors du coup, est-ce que c'est bien caractéristique de ce qu'on m'a dit, sachant que je ne savais rien du tout. Et du coup, il m'a dit, oui, c'est ça, c'est caractéristique d'un cancer. D'accord. Ah oui, donc lui, il avait l'indication en fait sur sa page probablement. Mais je pense qu'il savait pourquoi il faisait l'échographie. Oui, donc il savait quoi rechercher, mais ouais, il pensait que l'annonce un petit peu plus poussée avait été faite. J'avoue que prêcher il faut pour savoir le vrai. Et à ce moment-là, c'est quoi ton ressenti? Le monde s'effondre. Se dit comment c'est possible. En plus, c'était mon premier enfant, donc... Oui, si petit, et puis très peu de signes avant-coureurs, à part cette fièvre brutale, finalement, c'était un peu en on-off. C'est ça, puis on n'imagine pas que ça puisse nous arriver, quoi. Ouais, même ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Voilà. Et à ce moment-là, après la fin de l'écho, vous êtes réhospitalisé. Il y a quand l'annonce par un médecin adapté, en fait? Alors, du coup, je retourne dans le service forcément en pleurs, parce que je venais d'apprendre ça. L'interne qui était là la veille, elle me voit en pleurs, donc elle me dit, ah là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc je lui ai dit qu'il m'avait dit la vérité. Ouais. Et donc là, ils se sont réunis un peu en urgence, justement les médecins, et pour nous faire une annonce officielle. D'accord, heureusement, oui. Au final, on l'a eu le lundi matin, le lendemain, l'annonce officielle.
Et là, ils nous ont dit, nous, par contre, on prend pas en charge ce type de pathologie, donc on a été transféré dans un autre hôpital. Oui, c'est vrai que ils font les tumeurs solides, comme on dit, et pas de sang à Necker. Et à ce moment-là, il y a le papa, et on en est où ? Oui, mon mari était là, bien sûr, tout le temps. Il a été là tout le temps de la maladie. T'étais pas toute seule ? Non, c'est juste au moment de l'écho où je suis allée toute seule parce qu'à cause du Covid. Bien sûr, mais lui, il a été mis au courant. Mais lui, il attendait dans la chambre, en fait. D'accord. Donc, quand je suis sortie de l'écho, je l'ai retrouvé tout de suite. Donc, il était effondré, en fait, comme toi. Oui. Et après, donc, qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué, les médecins ? Parce que c'est très flou, même si t'es pharmacienne. Ça veut dire quoi, leucémie ? Quelle cellule ? Quel traitement ? Alors, au début à Necker, on nous a juste dit que c'était sûrement une leucémie et qu'il fallait qu'ils voient un peu plus le détail des cellules et qu'on allait être hospitalisé longtemps, mais que c'était après à Trousseau qui nous donnerait le reste des détails. D'accord. Ah, donc vous avez été transféré à Trousseau ? Oui. Ah, d'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a deux en fait, il y a services. Trousseau et Robert Debré. Ouais. Du coup, on a été d'abord à Trousseau pour toute la première partie et après, pour les rechutes, on a été à Debré. D'accord. Et à ce moment-là, donc Romane, elle va comment avec cette fièvre finalement ? Romane, finalement, elle va relativement bien. Elle a juste de la fièvre, elle est fatiguée, mais je me rappelle plus très bien à ce moment-là ce qu'ils lui ont mis, mais je me demande s'ils lui avaient pas mis peut-être des corticoïdes ou des choses comme ça pour la soulager un peu. Donc, finalement, elle va plutôt bien. D'accord. Elle était dans son lit, oui, elle était mignonne, elle mangeait encore un peu, etc. Elle était fatiguée, mais elle se rendait pas compte de ce qui se passait. Elle était trop petite. Et alors, quels ont été les protocoles ? Donc finalement, quel type de leucémie c'était ? Les protocoles, la génétique, comment vous avez déroulé un petit peu tout ça ? Alors du coup, c'était une leucémie aiguë lymphoblastique. On nous dit tout de suite que elle a un réarrangement un peu particulier, qu'il n'y a eu que 5 cas dans le monde, que du coup, il la classe là-dedans, mais que ça risque d'être un peu compliqué. Donc, on nous met dans un protocole dit haut risque. D'accord. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que donc la leucémie aiguë, donc la LAL lymphoblastique, c'est quand même la leucémie la plus courante chez les enfants. Mais il y a des formes différentes. Et c'est vrai qu'ils regardent plus précisément le type de cellule et la génétique. Et en fait, comme on disait, réarrangement, c'est au niveau des cassures ADN et des cellules. Et ça classe. C'est vrai que les leucémies précoces, donc on dit avant 1 an ou à 1 an, parce qu'elle avait 13 mois, ça peut être des formes plus rares et plus sévères. C'est ça, exactement. En fait, ils étaient un peu étonnés presque qu'elle ait 13 mois, parce que normalement, les leucémies avec des réarrangements, donc ce qu'ils appellent MLL, et après des réarrangements un peu plus particuliers, c'est vraiment au début de la vie. De la vie, normalement, dans les 6 premiers mois, voire la première année, mais c'est rare que ce soit après 1 an. D'accord, donc c'était quand même des protocoles nouveaux ou juste à haut risque, c'est-à-dire avec des conséquences possibles graves des traitements ? Non, c'était pas nouveau, parce que c'était vraiment un protocole établi. C'est juste que dans ce protocole, il y a plusieurs niveaux de traitement. D'accord. Il y a le standard, le moyen et le haut. Et nous, on avait le haut risque qui, du coup, est le plus lourd et le plus long. D'accord, parce que l'arrangement était rare et donc une maladie peut être potentiellement plus sévère. C'est ça. Ils avaient peur que ce soit plus agressif, plus de risque de rechute. Donc, ils se sont dit, on fait tout de suite le plus qu'on peut. Le plus gros protocole. Oui. Et ça consistait en quoi ? Du coup, pendant 2 mois, d'abord, on a été entièrement hospitalisés en chambre stérile. Là, elle n'est pas du tout sortie pendant 2 mois et elle avait des chimiothérapies presque tous les jours par voie veineuse. Donc, ils lui ont pas mis un pack ? Non. Ils lui ont mis un cathéter. Ils lui ont mis un cathéter, donc un pack, ça s'appelle ? Pas un pack sous la peau, un cathéter vraiment qui sortait, mais permanent qui restait au niveau du cœur. D'accord, comme dans certaines maladies, en effet, où il y a plus le tube digestif, en fait, tous les jours, il y a des injections, et donc c'est pareil. Mais c'est pas comme le pack qu'on met sous la peau, où on pique directement la chimiothérapie. Ils nous ont dit qu'elle était un peu petite pour le pack. Ouais, c'est gros quand même, hein. C'est vrai, sur un corps d'enfant de 13 mois. Et du coup, ils avaient préféré mettre un cathéter. Mais bon, faut être hyper attentif par rapport au risque infectieux, parce que il va direct dans le cœur, hein, ce cathé. Et donc chambre stérile, et du coup vous apprenez en fait à utiliser les gants stériles, à être bien préventif sur tout ce qui est maladie, le masque. En fait, la chambre stérile qu'elle avait, c'était on rentrait dans la chambre où là il y avait un petit espace pour nous. Un sas. Alors c'était pas un sas, en fait, elle était sous un flux plasmaire. Oui. Du coup, dans la chambre, on pouvait rentrer nous de façon non stérile. D'accord. Et là, on se lavait les mains, on s'habillait pour rentrer ensuite. Elle était sous une sorte de bulle en plastique. Ah vraiment ? Oui. D'accord. Okay. Le plasmar, en fait, il y a une sorte de filtration en haut. D'accord. Et il y a des lattes en plastique qui sont sur les côtés. Et on peut ouvrir une des lattes pour rentrer
dans cette pièce. D'accord. Du coup, c'est une sorte de chambre dans la chambre. D'accord. Et c'est vraiment que son flux à elle qui était stérile. Autour, c'était pas stérile. D'accord. Et vous pouviez quand même la toucher, etc. Oui, on avait le droit de la toucher. Bien sûr, fallait se nettoyer les mains, mettre une surblouse. On rentrait pas de chaussures dans la chambre. Enfin voilà, tout un protocole très. C'est ça. Et on avait le droit de la toucher. Par contre, on devait avoir un masque tout le temps. D'accord. Donc les bisous, etc., c'était quand même plus... Mais en plus, elle avait besoin de ses parents. À 13 mois, elle comprenait pas... Et vous pouviez dormir avec elle ou pas ? Du coup, on avait le droit de dormir dans la chambre en dehors du flux. Il y avait un fauteuil d'appoint. Ok, donc quand même, bon, c'était... Et on avait le droit de dormir, du coup, on était proches. C'est juste que si la nuit elle avait besoin, il fallait qu'on s'habille rapidement en stérile pour rentrer avec elle. Mais c'était possible, quoi. Oui. Et... Pas une banquette, rien de plus, vraiment un fauteuil. C'était une sorte de fauteuil qui se déplie. Comme un mini-lit de camp. Oui, comme un mini-lit de camp. Et vous alternez avec le papa à ce moment-là ? Oui, on alterne du coup à peu près une nuit sur 2. Et heureusement, mes parents étaient très présents et mes frères aussi. Du coup, ponctuellement, ils nous ont fait des nuits à l'hôpital avec Roman. Pour que vous vous reposiez tous les deux un petit peu. Parce qu'en plus, vous voyez plus quasiment. Non. Ouais. Et comment vous teniez le choc ? Comment là, vous étiez en fait en mode guerrier finalement à ce moment-là ? Oui, le médecin en fait justement, quand on arrive à Trousseau, ils se sont réunis, ils nous ont réunis en nous expliquant exactement les détails et ils nous ont dit est-ce que vous avez des questions ? Et on a répondu oui. Quand est-ce qu'on commence les traitements ? On y va. Go quoi. Oui. Donc vous étiez déterminés et vous avez laissé un peu finalement peut-être l'affectif dans un coin de la tête qui allait peut-être exploser un peu plus tard aussi. Disons que quand on se retrouvait tout seul, on était très triste et je pense qu'on se laissait un peu aller, mais quand on était avec elle, c'était il n'y a pas d'autre solution, on se bat et on va y arriver. Et vous faisiez des jeux aussi dans le quotidien, et comment vous arriviez à... En fait, on voulait que pour elle ne voit pas la différence. Ouais. Et du coup, Romane, elle a longtemps cru que tout le monde allait à l'hôpital comme elle a fait. Oui. Pour elle, c'était sa normalité. Oui. Parce que ça a duré finalement combien de temps, toute cette chimio par les veines ? Du coup, là, c'était 2 mois où elle n'est pas du tout sortie de l'hôpital. Et après, ça a duré pendant 15 mois où on était quasiment une semaine sur 2 à l'hôpital. Et tout son développement moteur là-dedans, ça marche, etc., ça s'est bien passé ? Du coup, elle a fait ses premiers pas à l'hôpital. Oui. À 16 mois. Donc, c'est normal, en fait, finalement. Voilà. Dans les normes. Pas si tard. Et après, elle a eu un peu de retard plus au niveau de la parole, parce qu'elle était entourée que de gens qui avaient des masques. Ah oui, donc c'est tout le problème du Covid, d'ailleurs, même dans les maternelles, même dans les crèches. C'est ça. Avec après, elle, ça a été un peu intensifié parce que même à la maison... longtemps. Oui, et puis même à la maison, même nous, on avait le masque avec elle. Oui, pour éviter, avec l'immunosuppression des chimios, fallait vraiment avoir 0 risque bactérien, quoi. C'est ça. Du coup, elle a mis un peu plus de temps, mais aujourd'hui, ça va. Ouais. Oui. Et puis c'était pas un retard neurologique en fait, c'était juste lié au décalage et au masque. Et à ce moment-là, donc en fait, au bout de 2 mois, vous sortez de l'hôpital. Oui. Elle a d'autres chimios ou pas des chimios dans le dos, intratécale comme on dit. Elle a exactement des ponctions lombaires. À chaque fois où on prend du liquide pour analyser et on injecte des chimios parce que le risque de cette leucémie, c'est que ça monte au niveau cérébral. Dans le liquide céphalorachidien et qu'il y a des cellules cancéreuses qui montent à ce niveau-là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Du coup, on fait les 15 premiers mois de traitement en faisant tout ça. Tout se passe bien, elle est en rémission. Et au bout de 15 mois, on nous dit c'est bon, elle peut passer en phase d'entretien. Donc, on arrête toutes ces chimios veineuses et intratécales et on passe qu'en chimio par voie orale. D'accord. Et il n'y a pas eu de problème au niveau cérébral du coup ? À ce moment-là, non. Pas du tout. Et chimio par voie orale, c'était quoi ? Des sirops journaliers ? C'était un sirop tous les soirs, plus 1 fois par semaine, des gélules en plus. Et elle n'avait pas de conséquences des chimios, même qu'elle a vu par les veines, au niveau, du retentissement de la peau Pendant la première phase, pas trop. Elle avait un peu le siège brûlé parce que quand elle faisait pipi, les chimios, ça la brûlait un peu, mais rien de très grave. Elle est en rémission, passage au sirop chimio par la bouche, et après ? Et là, tout de suite, dès qu'on commence l'entretien, je vois que Romane, elle est un peu différente. Elle a quoi, 2 ans et demi ? Non. Du coup, elle a 2 ans et 3 mois. D'accord. On est au mois d'août 2021. D'accord. Et on est en vacances dans le sud. Elle fait un peu de fièvre, mais 38, pas trop d'autres signes. J'appelle son hématologue parce que j'avais son numéro. Il me dit par sécurité, rentre à Paris. Et puis, du coup, on part faire un bilan. Rien de spécial sur le bilan. D'accord. Prise de sang ou écho y avait quoi ? Prise de sang. Okay. Sur le bilan, vraiment rien de spécial. Et donc, on rentre à la maison. Et au mois de septembre, elle est de moins en moins bien.
Tout le mois de septembre, elle est vraiment pas bien, mais le bilan était parfait. Il y avait rien qui montrait qu'il y avait une rechute ou rien du tout. Et au niveau de votre travail pendant tout ce temps-là, vous avez retravaillé, toi et le papa ou la nounou continue à la garder? Alors, la nounou, elle est restée parce que du coup, elle gardait le fils de mon frère aussi. D'accord. Et très rarement, mais ponctuellement, on lui laissait Roman quand Roman avait suffisamment de défense immunitaire pour être avec eux. Avec un enfant qui pouvait être malade, en fait. Voilà. Mais comme elle gardait que mon neveu, il n'était pas en crèche, le risque était comme un autre enfant dans la fratrie, en fait. Oui, sachant qu'il n'avait pas de frères et sœurs à ce moment-là. Donc, voilà. Le risque était faible. Et vous travaillez encore? Au niveau du travail, oui. Du coup, moi, je suis pharmacienne, j'ai ma pharmacie. J'avais pas d'arrêt vraiment possible. Bah oui. Du coup, j'ai inventé un peu le télétravail des pharmacies. J'ai fait tout ce que je pouvais à distance. Et j'ai eu une super équipe qui a géré. Il y avait un peu une responsable là-bas, finalement, pharmacienne, qui pouvait manager. J'avais mes pharmaciennes là-bas qui ont managé, qui ont fait toutes les commandes, qui ont pris un peu le lead. Ouais. Et qui gérait les équipes finalement. Ça s'est bien délégué. Après, j'ai pas une grosse équipe, donc ça s'est géré facilement, mais oui, mais les gens étaient bien aussi. J'avais une super équipe, honnêtement, ça s'est bien passé grâce à eux. Ça t'est aidé, heureusement. Ouais. Et donc elle est moins bien au mois de septembre. Oui, et du coup elle est moins bien, mais donc au bilan on nous dit non mais tout va bien, y a rien de particulier. On continue la chimio orale. On continue. Et début octobre, vraiment, je sens qu'elle est vraiment pas bien. Elle commence à vomir le matin, à être de moins en moins bien, à plus vouloir marcher. Et donc, on nous hospitalise pour faire un peu un bilan complet pendant presque une semaine. Et au bout d'une semaine, on nous dit, bah non, mais on trouve rien de particulier. D'accord, vous avez fait le tour. Ils avaient fait le tour. Après, ils avaient fait bilan sanguin et examen clinique. Ils n'avaient pas fait d'écho à ce moment-là, mais finalement, il n'y avait rien de particulier. Et on nous dit, bah rentre à la maison, c'est peut-être le changement de rythme, faut qu'elle s'habitue. D'accord. Pas vraiment. Et le week-end, je me dis non, mais c'est pas possible. J'avais vraiment... Enfin voilà, on a eu avec mon mari notre sentiment. Ah oui, mon mari demande, dit, est-ce qu'on peut pas faire une ponction lombaire? Et on lui dit, ah mais non monsieur, quand même c'est invasif, on va pas faire ça. Après quand il faut hein, la ponction lombaire, voilà. C'est ça. Ouais. Mais sur le moment, c'est vrai que comme toute la prise de sang, en fait, ça l'a trompé parce que tout était normal. Okay, et souvent, quand eux, les premiers signes, ils les détectent à la prise de sang. Donc, ils considéraient que si c'était normal, elle était bien, il n'y avait pas de souci. Vraiment, comme tu disais tout à l'heure, l'hémoglobine, les plaquettes, tout était normal, il n'y avait pas de blast, tout allait bien. Vous savez, et donc toujours en rémission, en théorie. Voilà. Et du coup, le lundi matin, j'appelle la pédiatre et je lui dis vraiment, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas, est-ce qu'on peut revenir? Et donc, elle dit, bon, bah, revenez, on va faire une ponction lombaire. Et là, on apprend qu'il y a 99% de blast dans le liquide céphalorachidien. Ah oui. Donc en fait, ça n'avait pas atteint encore les cellules sanguines. En fait, ou ça avait été directement localisé à ce moment-là. C'était localisé au niveau du liquide céphalorachidien. Et après, du coup, on a fait un myélogramme, une ponction de moelle. Ouais. On a vu que c'était aussi présent dans la moelle, mais ça n'avait pas encore atteint le sang. Donc la moelle osseuse, pas la moelle épinière, je précise. Donc c'est la moelle qui a en fait vraiment dans les os, c'est le siège des cellules hématopoïétiques, en fait, des cellules sanguines. Donc globules rouges, globules blancs, et plaquettes, etc. Et est-ce que à ce moment-là, il y avait des examens du cerveau, parce que comme tu disais, ça peut monter en fait au niveau cérébral. Oui, mais du coup, là, on a tout de suite été retransféré à Trousseau, parce qu'à ce moment-là, on était dans un petit hôpital de proximité. Et à Trousseau, on a fait un scanner, donc il y avait une masse cérébrale assez importante. Les cellules, en fait, les blastes, s'étaient agglomérés. À quel endroit? Au niveau occipital, donc à l'arrière du cerveau. Mais elle n'avait pas de signe clinique, c'est-à-dire un syndrome cérébelleux, comme on dit. Elle avait, on va dire, elle vomissait quand même, donc ça peut être un des signes. Ouais, bien sûr. Elle voulait plus marcher. Enfin, c'est dur de faire le tri des symptômes peu spécifiques finalement. Et du coup, donc on est hospitalisé en hématologie et pendant la nuit, c'était trop lourd. Du coup, on a été transféré en réa parce que la masse comprimait vraiment très fortement. Le tronc cérébral ou ça comprimait quoi? Ça comprimait le cerveau. Enfin, c'était au niveau du cerveau. D'accord. Et du coup, ils avaient trop peur. Enfin, ils nous ont transférés en réa. Qu'il y ait une hypertension, qu'il y ait les complications, etc. Et elle a été opérée à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, on a eu la chance que ce soit le chef de service d'hématologie qui était de garde ce week-end-là. Et il a décidé de mettre des chimios à des doses... hors normes. D'accord. Et il nous a dit, ça va l'abîmer, elle aura plein d'effets secondaires, mais c'est ce qui va la sauver. Ok. Donc il a lancé ça, c'était des chimios sous quelle forme ça ici? Par voie veineuse. Ok. Et du coup, ça c'était le samedi. Parce que c'est toujours le week-end avec Roman. Toujours.
Et on est resté 4-5 jours en réa. Et après, on a pu retourner en service. Et elle avait plus ses signes cliniques, plus de vomissements, elle marchait, etc. Non, c'est une période où elle était vraiment fatiguée, elle dormait beaucoup. D'accord. Elle avait plus trop de vomissements, mais elle dormait beaucoup et on se rendait... Et ça avait bien... ça a réduit? Ils ont fait une imagerie de contrôle, ça avait bien réduit en fait la masse? Oui, les chimios ont vraiment énormément réduit, quasiment totalement, rapidement. D'accord, ça tue direct les blastes en fait. Oui. D'accord, donc ils sont dead et ils sont partis, ça a libéré. C'est pour ça qu'on a pu retourner relativement rapidement, au bout de 5 jours. Ouais, c'est rapide. Oui. D'accord. Et après, vous avez été resté hospitalisé à Trousseau ou à Debré? Oui, alors on est resté à Trousseau et là ils nous ont expliqué la suite parce que du coup c'était une rechute, donc il fallait faire des nouveaux traitements. D'accord. Et on nous a expliqué qu'il fallait faire une greffe de moelle osseuse. D'accord. Et ça consiste en quoi? Parce que la plupart des parents, même si t'es pharmacienne, ils savent pas en fait. Alors pour Romane, en soi, une greffe de moelle osseuse, c'est juste transférer une poche de cellules sanguines dans son corps. Mm-hmm. Et après, faut que les cellules prennent la place dans ses os pour remplacer sa moelle osseuse. Qui sécrète des mauvaises cellules. Exactement. Du coup, avant ça, il faut faire des grosses chimiothérapies et de la radiothérapie pour entièrement enlever sa moelle osseuse et les cellules cancéreuses qu'il pourrait y avoir dans son corps. Et donc, en fait, ça met une aplasie totale. C'est-à-dire qu'elle a zéro défense immunitaire à ce moment-là. Zéro défense immunitaire, zéro plaquettes. Pas de globules rouges. D'accord, donc c'est des saignements très importants qui peuvent arriver. Voilà. Et ça, en l'espace de combien de temps entre les gros chimios et radios et la transfusion de cette moelle? Il y a combien 2 semaines, 2 mois? Alors, du coup, ça c'était en octobre, la rechute, et elle a été greffée au mois de mars. D'accord, le temps de trouver aussi un donneur? Oui, parce qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, petite sensibilisation de don de moelle osseuse en fait, parce qu'en fait tout le monde entre 18 et 35 ans au moins peut être en bonne santé, donc évidemment pas femme enceinte, c'est pas possible, peut donner sa moelle osseuse et c'est très simple en fait, on se connecte sur un site, on reçoit un petit encart, un petit consentement et surtout comme des cotons-tiges pour prélever au niveau de la bouche et savoir quel typage, on dit un typage HLA, pour voir après avec quel patient c'est compatible, sachant que c'est un don, comme tous en France, anonyme et gratuit. Et en fait, les gens ont souvent l'impression que c'est des dons, on va forcément prendre la moelle osseuse en faisant une ponction au niveau, par exemple, soit du sternum, soit au niveau du bassin. Sauf que finalement, 85% des dons de moelle osseuse peuvent être faits juste par une prise de sang et avant, il faut prendre de l'EPO, c'est un peu des facteurs de croissance pour qu'il y ait beaucoup de cellules dans la moelle osseuse du donneur et que ce soit utile quand les prélèvements, que ce soit assez complet. Et donc parfois, dans certains cas, selon un peu, je pense, les typages HLA les plus rares, je pense qu'ils proposent à la personne de faire le don. Il faut faire une anesthésie générale quand c'est le ponction carrément du bassin pour avoir la moelle, on va dire, fraîche, quoi, finalement. Et c'est plutôt ceux-là qui sont utilisés pour les enfants parce qu'ils ont besoin d'avoir une moelle très saine et très complète. Mais c'est vrai que déjà juste donner son sang en tant que don de moelle, c'est déjà super et il y a besoin parce que finalement, il n'y a pas que les cancers de l'enfant comme la leucémie qui ont besoin. Il y a plein de maladies où maintenant ils font des greffes de moelle osseuse. Et c'est très dur de trouver quelqu'un de compatible. Ouais, c'est ça. Même la famille, parfois, ça l'est pas. Donc c'est vraiment hyper important de donner de demander ce kit et de le remplir et essayer d'attendre qu'ils nous appellent pour faire ça. C'est vraiment hyper important de sensibiliser à ça. Il y a eu pas mal de campagnes à un moment donné, en même temps avec ton compte aussi. Moi j'avais relayé un petit peu parce que du coup moi aussi d'ailleurs on nous dit rapidement en fait qu'il n'y a pas de donneur compatible avec Romane. C'est ça. Et du coup, à mon échelle, j'avais essayé de partager le plus possible. Ça avait fait le tour des réseaux, enfin un bon tour en tout cas. Un petit peu, voilà. Et pareil, il y a eu d'autres enfants malades après qui ont aussi pas mal sensibilisé. Mais donc on nous dit qu'il n'y a pas de donneur compatible. Donc on nous dit que c'est soit mon mari, soit moi qui allons donner notre moelle. On fait du coup tous les tests et j'étais un tout petit peu plus compatible. D'accord, mais pas parfaitement finalement. Non, j'étais à 60%. Donc d'accord. C'est vraiment, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est au moins ils prennent 80%, 90%. Normalement, ils espèrent au moins 90, voire 100%, total, c'est idéal. Mais donc on me dit vous êtes que à 60, mais c'est mieux ça que rien, donc on va essayer. Exactement. Du coup, j'ai fait tous les tests en parallèle. Du coup, Romane
On continue les injections en intratécale dans le dos. D'accord. Pour essayer d'être sûr que les cellules cancéreuses ne reviennent pas. On lui fait de l'immunothérapie aussi parce qu'a priori, ça maximise les chances d'éviter des rechutes. Ok. Par voie orale ou par... Non, en fait, par voie veineuse, mais c'est quelque chose qu'elle avait en continu pendant un mois. Donc, elle se promenait avec son petit sac à dos avec sa poche d'immunothérapie. D'accord. Ah ouais, parce que là, elle a 2 ans et demi, 3 ans presque. 2 ans elle a presque 3 ans, 2 ans et demi. Et donc, elle avait un petit sac à dos avec sa poche d'immunothérapie. Et il y avait une infirmière qui venait... si ça allait pas à la maison, et on allait 2 fois par semaine à l'hôpital remplir la poche. Et est-ce qu'elle a eu des traitements comme des corticoïdes aussi pour aider Oui, elle a eu beaucoup de corticoïdes. Et pas trop et les conséquences avec des corticoïdes ou pas trop aujourd'hui, par exemple, c'est qu'elle va se faire opérer de la cataracte parce que les corticoïdes ont abîmé ses yeux. Ouais, c'est une des complications. Ouais, donc en plus à très forte dose. Oui. Et au niveau, elle a perdu à un moment donné ses cheveux ou pas avec les chimiothérapies? Oui, elle a perdu plein de fois, au moins 5 ou 6 fois. Ils ont repoussé à chaque fois d'une couleur différente et d'une texture différente. Bah oui. D'accord, c'était, je vois une nouvelle vie de cheveux. Et tu lui avais mis des perruques à un moment donné ou pas du tout? Je lui ai jamais mis de perruque. Je lui ai mis parfois des bandeaux ou des chapeaux, des petites... Ce qui lui plaisait finalement, parce qu'à 2 ans, après elle est toute petite, donc... Bah, ça rendait pas compte, non, parce qu'il y a des enfants qui ont finalement pas tant de cheveux ça, même à 2 ans, donc... Oui. Par rapport et donc après au niveau de donc greffe de moelle hyper important, qu'est-ce qui s'est passé, elle l'a eu ou pas finalement? Au final on nous appelle pour nous dire déjà en février que ils se rappellent que Romane a eu une masse cérébrale, donc ils ont peur que comme il y avait un hématome qui restait, ils ont peur que cet hématome saigne. Ah oui. Donc on doit décaler la date de la greffe pour lui poser une dérivation entre la tête et le ventre. Oui, donc c'est un tube qui passe directement pour que tout liquide aille dans le ventre et soit éliminé. Exactement, et pour éviter que si jamais ça saigne, vu qu'elle aura pas de plaquettes, pour éviter que ça fasse un nouvel hématome au niveau du cerveau. Oui, et puis que ça comprime tout le cerveau avec l'hypertension intracrânienne, etc. Voilà. Et du coup, les neurochirurgiens préconisent de décaler la greffe de 2 semaines, ça devait être fin février, ils décalent au 9 mars. D'accord. En disant, bah voilà, on décale parce que sinon il faut qu'elle cicatrise et tout. Et dans la même période, l'hématologue reçoit une alerte comme quoi il y a un cordon, donc le sang du cordon d'un enfant qui habite pas en France, à l'étranger, qui est compatible avec Romane. Bah, c'est hyper important parce que du coup on parlait du don entre guillemets vivant, mais il y a aussi le don donc toujours vivant, mais en fait c'est le sang du cordon qui est conservé. En fait ils font ça dans certains pays, ils gardent le sang du cordon, ils le stockent et en fait ça permet d'avoir directement du sang avec les bonnes cellules hématopoïétiques pour faire le don de moelle osseuse. Aujourd'hui, en France, c'est compliqué. Il y a très peu de maternités. Tu disais une 13, c'est ça, oui, à peu près, qui font ça et qui le conservent. Et donc, forcément, il n'y a pas tant d'échantillons, donc pas forcément de personnes compatibles. Et à l'étranger, en fait, il y a des partenariats, c'est ça, avec l'étranger? Oui, en fait, la base de données que ce soit donneur de moelle osseuse ou de cordon, c'est mondial. Du coup, par exemple, si vous êtes inscrit, vous pouvez donner votre moelle pour un Allemand ou un Américain. D'accord, quelle que soit la nationalité, en fait. Ok, ça c'est hyper chouette. Et donc, dans certains pays, c'est vrai qu'ils gardent en fait tous les sangs de cordon. Oui, il y a des pays où c'est automatique à la naissance. Ouais. Donc ça, faudrait du budget en France pour augmenter parce que du coup, c'est vrai que c'est quand même moins traumatique de garder le sang du cordon d'un bébé, en plus qui va bien, qui fait sa vie. Mais c'est vrai que d'ailleurs, même dans certaines familles, il y a aussi des enfants. Ils ont un petit frère ou une petite sœur qui naissent et ils utilisent le sang de cordon exprès pour faire des greffes. Hein. Du coup, en fait, quand j'ai été enceinte de mon 2e enfant, à la naissance, on a gardé le cordon. Ouais. Au cas où, si on en aurait besoin à nouveau pour Romane, sachant qu'on ne sait pas si elle est compatible avec Romane. Mais bon, c'est une chance de plus, on va dire. Exactement. Ouais, ça c'est hyper important. On mettra tous les liens évidemment en description de comment et puis les explications pour comment donner tout ça et puis les maternités partenaires, on va dire. Donc après à ce moment-là, il vous appelle parce qu'il y a un don compatible. Voilà, donc elle nous appelle, elle nous dit par contre que moi je devais quand même continuer tous les tests parce que il savait pas s'il allait arriver en bon état parce que il fallait quand même qu'il voyage beaucoup en avion. Bien sûr. Et s'il allait vraiment être compatible, qu'il n'y aurait pas de maladie dedans. Enfin voilà, il fallait qu'il fasse des vérifications. Il y avait une compatibilité, mais pas forcément tous les autres tests qui avaient été faits. Ça. Et du coup, on a un peu la parallèle de se dire peut-être qu'il y a un cordon, peut-être que c'est moi. Et le fait d'avoir décalé la greffe grâce du coup à l'opération cérébrale fait que ça laisse le temps de faire toutes ces vérifications. Ah, super. Et alors, 3 jours avant la greffe, on apprend que c'est bon, tout est OK. Donc tout est sain, tout est compatible à proche de 100%.
Et elle a pu avoir du coup cette transfusion. Et du coup, elle a pu avoir la greffe exactement le 9 mars 2022. Au début, ça se passe bien parce que c'est comme une transfusion sanguine. Et après, faut que la greffe prenne. Et donc, les cellules comprennent qu'il faut qu'elles prennent la place dans les os et se développent et refassent des cellules sanguines. Donc, des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, il y a un temps, en fait, d'adaptation. Ça a duré combien de temps ? Elle est restée à peu près 2 mois à l'hôpital. D'accord. Toujours en chambre stérile avec les flux, etc. Alors là, encore plus. Les chambres de greffe, c'est des chambres stériles encore plus protégées. D'accord. On n'a pas le droit de dormir avec elle à ce moment-là. D'accord. En plus, elle avait 3 ans. Ça s'est bien passé ? Du coup, on avait loué un petit studio juste en face de Robert Debré. On y allait le matin à 6h, on restait jusqu'à ce qu'elle s'endorme le soir à 22, 23h. Tous les deux en même temps ou en alternance? L'un ou l'autre. D'accord. Ouais, l'un ou l'autre. Et puis, il y avait ma mère qui, en fait, dans la chambre de greffe, il n'y a pas de droit aux visites. D'accord. Donc, on avait droit à mon mari, moi et une troisième personne. Ok. Donc, on pour le relais quand même. Voilà, exactement. Du coup, ma mère avait le droit de venir aussi. Donc, en gros, on tournait tous les 3. D'accord. Et on vous a proposé à un moment donné une aide psychologique ou même un psychologue aussi pour Roman, parce qu'à 3 ans, on commence à comprendre bien ce qui se passe. Oui, il y a des psychologues dans le service qui sont là pour... Et vous en avez parlé ? On en a parlé, oui, il y a quelques rendez-vous... Obligatoires presque ? Presque obligatoires. Alors avec les parents un peu, mais il y en a quand même. Après, c'est un peu au bon vouloir des parents. Ouais. Et avec les enfants, ils viennent quand même assez régulièrement voir si tout se passe bien. Okay. Et elle, ça allait finalement, Romane ? Romane, elle était très entourée. D'accord. Du coup, je pense que ça s'est bien passé aussi pour ça. Aussi, elle avait tout. Et puis comme tu dis, l'amour plus fort que tout. Donc ça a joué énormément. Et puis vous essayez qu'elle ait le maximum de quotidien. Oui. Comme tous les enfants, au niveau en tout cas des jeux, peut-être du coloriage, des choses comme ça. Et après, on avait mis un lien de confiance avec elle, on lui a toujours tout expliqué. Ouais. On lui a jamais caché. Parfois, j'ai vu des parents qui disaient « Ah, mais t'inquiète pas, on va faire une ponction, ça fait pas mal ». Non, nous, on lui disait « Ça fait mal, mais il faut le faire parce que pour le traitement, c'est obligatoire ». Et on lui a jamais rien caché, donc elle avait vraiment confiance en nous. Et puis même des livres aussi, peut-être pour oui, alors elle était un peu petite, peut-être, mais en tout cas, on a vraiment cette relation. La communication, lien de confiance, pas lui dire ça. Après, oui, c'est vrai que les enfants, ils perdent vite la confiance quand on peut se tromper, voilà. Mais c'est vrai que si on dit ça fait pas mal du tout, alors potentiellement ça peut le faire. Elle a peut-être été moins traumatisée des suivantes parce qu'elle savait à quoi s'attendre et sans mensonge de leurs parents. Bah, c'est ça. C'est vrai que sur le moment, c'était douloureux, mais qu'après, ça passait Et la greffe de moelle, on s'en rend compte quand ça marche, en fait? Quand que ça marche? En fait, il faut attendre que les cellules sanguines sortent. Donc, au départ, il faut savoir, et là, je rappelle, du coup, que le don du sang, c'est super important. Ouais. Parce que, quand elle était en greffe, en fait, elle produisait aucune cellule sanguine. Donc, elle était transfusée tous les jours. Plaquettes Elle était 2 fois par jour en plaquettes et de globules rouges tous les jours. D'accord. Et c'est déjà arrivé qu'on nous dise, aujourd'hui, il n'y a pas de plaquettes ou il n'y a pas de globules rouges pour Romane. Donc, on espère que ça ira, mais on peut pas lui transfuser. Ah oui, donc c'est vrai qu'en plus, par exemple, un don adulte, parce que les enfants, évidemment, ils donnent pas, donc la prise de sang, ils prennent 500 ml, ça, pour le coup, il y a même pas besoin de test. Enfin, maintenant, ils font des camions tout le temps. Oui. On est le 13 juin, donc c'est demain, mais bon, le podcast, c'est pas la même date, mais c'est important, ce sera le 14 juin prochain, du coup, notez bien la date. Ils font vraiment des campagnes partout, des camions qui se déplacent dans votre ville, et c'est 18-50 ans, je crois. Il y a quand même quelques contre-indications, mais c'est hyper important. Franchement, ça dure. Moi, j'ai déjà fait genre 3-4 fois. Faut que je le refasse depuis que je suis plus enceinte, mais et que j'allaite plus parce qu'ils veulent pas avec l'allaitement. Mais c'est vrai que ça dure pas longtemps. Ça dure 20 minutes, même pas, et ça fait même pas mal. C'est comme une grosse prise de sang. Et un don adulte peut donner à peu près 3 dons pour les enfants. Donc en fait, pour elle, un don, ça peut durer 3 jours, quoi. Donc on se rend compte, en fait, quand on est de l'autre côté, de l'importance du don du sang. Donc prenez le temps, quand c'est possible, vraiment de passer au don du sang à côté de chez vous. Je crois qu'on peut en donner maximum 3 fois dans l'année, ou toutes les 8 semaines. Des fois, c'est peut-être même 4. C'est pas pareil, je crois, hommes et femmes. Je crois que de mémoire, je crois que c'est 4 fois pour les femmes et 5 fois pour les hommes. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, et il faut respecter au moins 2 mois entre 2 dons. Pour qu'en fait, les cellules se régénèrent, parce que les globules rouges, c'est 120 jours. Voilà. Oui. Donc hyper important, donnez votre sang dès que possible. Du coup, donc elle est transfusée tous les jours. Et en fait, petit à petit, on voit que ses propres cellules sanguines sortent. Et donc, il y a moins besoin de la transfuser. Donc, ça commence à devenir tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. D'accord. Et l'espacement montre la Et les globules blancs, du coup, ça, pour le coup, commence à sortir. Alors, les globules blancs, il n'y a pas de transfusion interne. Ils étaient à 0 et ils commencent petit à petit à sortir.
Et ensuite, quand est-ce que vous pouvez sortir de l'hôpital finalement ? Du coup, on sort de l'hôpital quand elle a suffisamment de globules blancs et qu'elle est plus du tout dépendante des transfusions de plaquettes et de globules rouges. Ok. Donc à peu près 2 mois après la greffe. D'accord. Et vous sortez à la maison à ce moment-là, l'été à peu près ? C'était, oui, on est sorti fin avril, début mai. Ok. On sort et là, du coup, elle est ce qu'on appelle en HAD, donc hospitalisation à la maison. Il y a des infirmières qui viennent quasiment tous les jours et elle a des bilans sanguins réguliers. Et on attend. Elle a beaucoup de médicaments à ce moment-là. Ouais. Corticoïdes, immunosuppresseurs. Ouais. J'avais compté 47 prises de médicaments par jour. 47. Oui. Mais du coup, ça peut être écrasé ou en sirop ou... Alors, c'est une fille de pharmacienne, donc elle avale les gélules depuis qu'elle a 2 ans. Ah oui, donc voilà. Donc sachant qu'il y a une technique pour avaler les gélules, moi, on pense tous qu'on met la tête en arrière, mais en fait, il faut baisser la tête parce que ça flotte et du coup la gélule elle arrive directement dans l'ésophage et ça se bloque pas, donc faut vraiment baisser la tête quand on boit la gélule. J'ai découvert ça il y a quelques années, c'est la révolution pour ceux qui n'y arrivent pas, mais en fait malheureusement quand on écrase certains comprimés on pas aussi efficace. Non, on peut pas tout, notamment les immunosuppresseurs, les choses comme ça, on pouvait pas ni ouvrir les gélules ni rien. Ouais. Et en fait en sirop ça faisait beaucoup de volume pour elle et c'était écœurant. Et ça nous a sauvé qu'elle accepte. Elle était bien les gélules formatée dans le. Et donc après, est-ce qu'elle va à l'école en septembre parce qu'elle aura 3 ans et demi? Alors du coup, oui, c'est prévu qu'elle aille à l'école. Donc on fait la réunion d'information d'école. L'été se passe super bien et elle fait sa rentrée à l'école. Elle est en rémission, c'est ce qui se rappelle. Elle est en rémission, d'accord. Exactement. Okay. Ils nous disent elle est en rémission. Il y avait eu un petit souci au mois de juin parce que son drain s'était infecté. Ah d'accord. Donc on a dû retirer le drain en urgence. Bon. Ils le laissent le drain. Ils avaient laissé le drain un petit peu plus parce qu'ils trouvaient qu'elle avait pas assez d'immunité pour le retirer tout de suite. D'accord. Mais du coup finalement ils l'ont retiré okay. Enfin voilà. Et donc elle fait sa rentrée scolaire en septembre. Normalement. Et quelques jours après la rentrée est prévu le bilan des 6 mois post-greffe. D'accord. Et donc on fait le bilan, nous on y va plutôt confiant parce que elle allait bien. Finalement, elle trompe un peu avec son état, quoi. Elle allait vraiment à ce moment-là super bien. Et le médecin m'appelle le soir et il me dit ça va pas du tout. Elle a une masse de 5 cm par 5 dans la tête. Ah, mais parce que le bilan, dedans, il y avait une imagerie cérébrale. Ah, d'accord. Au vu de ses antécédents, il y avait une IRM. Ah oui, d'accord. Prévue. Ah oui, pas du tout, aucun signe clinique. Non. D'accord. La prise de sang était nickel. Au même endroit qu'avant ? Exactement au même endroit. Donc il y a des blasts qui sont revenus ? Exactement. Ok. Et du coup, on nous dit, c'est reparti. Donc, elle est réhospitalisée. Mm-hmm. Et là, on nous dit, il nous reste un seul traitement, mais on ne sait pas du tout si ça va marcher. On va enlever la masse. On a eu de la chance qu'elle était accessible. D'accord. Donc, on a pu l'opérer. C'était une longue opération qui a duré 7-8 heures. D'accord. Et on va enlever la masse et après, on va faire ce qu'on appelle les carticelles. Ouais. Donc, on a pris ces lymphocytes T qu'on a envoyés en laboratoire pour leur apprendre à reconnaître un récepteur de ces cellules cancéreuses. Et ensuite, on lui a réinjecté. D'accord. Comme ça paraît facile. Mais... Non, en pratique, c'est compliqué. Et puis, la recherche. Et ça existe depuis longtemps ou c'est assez récent finalement ? Non, quand Romane a fait, ça faisait 2 ans que c'était en France. Ok, donc c'est récent. Bah oui, après, c'est dans d'autres pays que c'est. Voilà, plus aux développé. États-Unis, ça faisait 10 ans. D'accord. Ça avait 10 ans. Et c'était un traitement qui faisait que pour des enfants qui étaient en palliatif, en fait, parce que quand il n'y avait plus d'autres traitements. D'accord. Donc c'est la dernière étape, en fait, quand la rémission elle s'arrête et qu'il y a une rechute. Du coup, c'est la 3e ou 2e ? C'est la deuxième rechute. D'accord. Du coup, on avait fait déjà tous les traitements de chimio, d'immunothérapie, radiothérapie, greffe. Donc ils ont dit, on n'a plus que ça possible. Ils pouvaient pas refaire des chimios d'avant qui avaient bien marché finalement, celle intensive. Ça avait marché, mais en fait, dès qu'on avait arrêté, une semaine après, elle avait rechuté finalement. D'accord, ouais. Du coup, ils nous disaient, elle rechute très vite à chaque fois. Parce que là, la masse cérébrale a été quand même assez grosse. D'accord. Donc, ils nous ont proposé ça comme dernier traitement. Donc, vous avez dit OK, go. Oui, mais on n'avait pas trop le choix. Ouais, bien sûr, non, mais bien sûr, on a dit OK. Encore. Après, on avait conscience qu'il y avait peu de chances que ça marche. Okay. Mais on Et quand ça marche très très bien ? Ou comment ça, alors, c'est quoi les... Il y a différentes étapes. D'accord. C'est-à-dire que la première, c'est que parfois ça prend pas du tout. Donc tout de suite, on injecte les carticelles et ça marche pas. D'accord. Donc au bout de 3 semaines, on nous dit non, ça n'a pas marché. Okay. Après, la deuxième étape, c'est qu'au bout de 3 mois. Et du coup là, ça avait marché. Donc là, Romane, on fait l'injection au mois de novembre. Ouais. Donc ça marche. Au bout de 3 semaines, ça marche. Okay. Après, il y a une étape au bout de 3 mois, on nous dit au bout de 3 mois, les cellules cancéreuses peuvent revenir. Il y en a beaucoup dans les 3 premiers mois. Et Romane, on a la chance, ça revient pas. Après, on nous dit la prochaine étape, c'est au bout de 1 an. Il y a quand même pas mal de rechutes jusqu'à 1 an. On passe l'année, tout va bien. Et on continue, du coup, IRM cérébrale, prise de sang, myélogramme, tout ça, tout va bien.
D'accord. Et est-ce que ce serait pas il y a pas le combo greffe plus Alors peut-être que du coup, parce qu'effectivement, comme elle était toujours au niveau de la greffe avec la moelle de son donneur, donc je pense que c'est l'association des deux, je pense, qui a fonctionné. Et là, on vient de passer, donc ça fait 2 ans et demi que Romane a eu les carticelles. D'accord. Donc c'est une injection et c'est une injection une fois qu'elle a eu. Oui. Et il y a des conséquences de cette injection parce que j'imagine que c'est pas sans effet indésirable. Oui, parce que du coup, ça tue donc tous les lymphocytes B de Romane. D'accord. Donc les mauvais comme les bons. Donc elle a plus du tout de lymphocytes B. D'accord. Et donc l'immunité est différente parce qu'elle a allaité encore. Du coup, elle a allaité mais pas les B, donc elle a une immunité qui est affaiblie. Ouais. Elle peut pas faire de vaccin parce que l'immunité des vaccins c'est souvent avec les lymphocytes B. Ouais. Du coup, elle est supplémentée tous les mois. Donc je rappelle encore pour le don du sang, tous les mois on va à l'hôpital faire des immunoglobulines. Donc ça c'est fait à partir des dons de plasma. D'accord, très important. Voilà. Et les dons de plasma, est-ce que ça change quelque chose par rapport à la prise de sang, de don de sang? Qu'est-ce que sont les implications pour les gens? Le don de plasma, on peut le donner plus souvent. De mémoire, c'est toutes les 4 semaines ou même toutes les 2 semaines. C'est moins fatigant parce qu'on prend uniquement le plasma. Par contre, c'est un peu plus long. Ça dure 1 heure après le don. Ah oui, donc faut avoir un peu plus de temps. C'est vraiment 1 heure sur place. Où en fait, ils piquent des 2 côtés. Ils prélèvent, en fait, ils vont mettre dans une machine qui prend que le plasma et ils réinjectent toutes les autres cellules pour vraiment prendre uniquement les anticorps. D'accord, donc hyper important. Et don de plaquettes aussi? Et don de plaquettes aussi, pendant la greffe Romane, elle en avait, je vous dis, 2 fois par jour, tous les jours, donc important de donner tout ce que vous pouvez. Voilà. Et donc elle a toujours ces immunoglobulines en permanence toutes les 4 semaines. Et ça c'est en HAD ou à l'hôpital? Ça on fait ça à l'hôpital. D'accord. Quand elle sera plus grande, si elle veut, on peut le faire à la maison toutes les semaines. D'accord. En sous-cutané. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien 1 fois par mois à l'hôpital. On préfère aller 1 fois par mois à l'hôpital. Ouais. Puis vous connaissez. Voilà. Et donc elle a pas fait sa rentrée là du coup en septembre. Du coup en section donc 2022, donc elle a fait sa rentrée de 2 semaines et puis après elle a arrêté d'aller à l'école. On a fait les carticelles et elle a pu faire à partir du mois de mars, elle était allée tous les matins. Ah quand même. Oui. Ok. Et elle était en forme elle en fait finalement. Oui. Elle voulait aller à l'école. Ouais bien sûr. Après le lien social. En France c'est plutôt bien organisé. Du coup il y avait une maîtresse qui venait à l'hôpital et quand on était à la maison il y avait une maîtresse de l'école qui venait à la maison. D'accord. Ah ouais. Donc qui venait le soir 1 heure 2 fois par semaine. Donc finalement en plus petite section, on va pas se mentir, voilà. Non, donc ça a été. Oui. Et au niveau donc tu disais des complications donc des cellules les carticelles là. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme complications potentielles? Alors après sur le moment, il y avait un gros risque neurologique. D'accord. Parce que comme elle avait des cellules cancéreuses au niveau cérébral, les carticelles, ça allait détruire en fait toutes les cellules cancéreuses. Et si ça détruisait trop de cellules au même moment, ça aurait pu faire des problèmes neurologiques. D'accord. Et alors je crois qu'aujourd'hui, ils gèrent un peu mieux ça, mais à l'époque, il y avait un gros risque d'aller en réa. Et que le corps décompense. Alors je savais pas exactement. D'accord. Le mécanisme en fait. Le mécanisme, mais presque tous les jours on nous disait ne vous inquiétez pas, la chambre en réa est prête pour Romane. Ouais. D'accord. Mais bon, ils avaient l'habitude, ils le gèrent. Nous on a eu beaucoup de chance. Romane, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Elle a pas eu ces problèmes-là. Et en plus donc au bout de 2 ans donc là ça fait 2 ans et demi. Donc on parle toujours de rémission. Est-ce qu'un jour on parlera et quand potentiel de guérison? C'est quoi les critères? Comme disent les hématologues, c'est un gros mot, la guérison, qui est dur à sortir de leur bouche. Bien sûr. Mais ils nous disent quand même que Romane, elle a rechuté très très vite à chaque fois. D'accord. C'était un cancer qui était très agressif, très rapide. Que là, ça fait 2 ans et demi. On peut penser que ça reviendra pas. Après, est-ce qu'on est sûr? Non. D'accord. Mais c'est plutôt en bonne voie en tout cas. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont ces conséquences psychologiques et puis physiques de tous ces traitements? Et vous aussi, psychologiques, on va dire. Psychologique, je dirais que ça va. Elle est très sociable, justement. Elle a eu l'habitude de parler avec beaucoup d'adultes. Ouais. Donc, elle est très à l'aise. Et après, physique, du coup, ce que je disais tout à l'heure, elle va se faire opérer de la cataracte parce que elle a les yeux abîmés à cause donc, elle voit pas très bien, là? Non, à l'œil gauche, elle voit qu'à 1/10. Ah oui. Donc vraiment pas. Cataracte, mais finalement comme une opération des vieux, quoi, finalement. Oui, voilà. C'est bénin comme opération. Oui, on espère qu'elle retrouve complètement. Après, au niveau endocrino, a priori, ce sera très très compliqué qu'elle ait des enfants, mais la médecine évolue beaucoup, donc sûrement que dans 25 ans. Ouais, maintenant enfin voilà, et c'est vrai que
la recherche Voilà. fait vraiment avancer. Donc on va dire que si aujourd'hui elle voulait être enceinte, mais bon, j'espère pas, elle a 6 ans. Mais entre guillemets, si aujourd'hui elle avait 25 ans, on saurait pas faire. D'accord. Mais sûrement que dans 20 ans, on saura peut-être faire. Et aussi, même pour la puberté, du coup, il y aura peut-être un déclenchement artificiel de puberté, c'est ça? Exactement. Ok, c'est parce ça. que c'est au niveau des ovaires que ça aurait été touché, au niveau de l'hypophyse? Tout. D'accord. Ok. Et est-ce qu'elle a pas de problème hormonal du style thyroïdien Alors, elle aurait pu effectivement, mais par chance pas du tout. La seule chose, c'est qu'elle a pris beaucoup de poids après les carticelles. Ah oui. Puis avec les corticos. Oui, je pense que ça a été lié un peu les deux. Okay. Et du coup, elle est passée de 14 à 28 kilos en 3 mois. Ok. Donc, elle a gonflé presque. Elle a gonflé, mais elle a eu du mal après à vraiment se rétablir. Ouais. Et mais aujourd'hui, ça va. Enfin, ça se régule petit à petit. Elle grandit beaucoup. Oui, c'est ça. Elle grandit et puis elle stabilise le poids. Exactement. Donc avec activité physique, alimentation, ça se rétablit. Et peut-être au niveau cutané. Oui, au niveau cutané, elle a de la GVH. C'est en fait la moelle de son donneur qui s'attaque un peu à son corps. Du coup, elle a des plaques régulièrement sur la peau. Un peu comme de l'eczéma, quoi, finalement. Oui, plus fort, d'aspect, peut-être. c'est comme de l'eczéma. Après, c'est assez étendu, mais c'est comme de l'eczéma. Et ça lui fait mal? Ça la démange? Ça la démange un peu, mais... Les corticos dessus ou pas spécialement? On a essayé beaucoup les corticoïdes, mais ça marchait plus trop. On a essayé le Dupixent, qui a très bien marché, mais qui a abîmé ses yeux un peu plus. Ah oui, il y a toujours bénéfice-risque. Voilà. Du coup, on a arrêté. Et bon, aujourd'hui, elles sont à peu près gérées. Ça va, c'est contrôlé. On fait attention à tous les produits qu'on lui met sur la peau. Oui, et un peu très sensible, quoi. Oui. Et est-ce qu'au niveau du foie, son foie, il est revenu à la normale? Oui. Ouais, et pas de conséquences au niveau justement du bilan hépatique Elle a été pendant longtemps avec un bilan hépatique très élevé. Aujourd'hui, ça va. Elle a un petit peu le foie abîmé par les traitements, mais correct. C'est correct. Oui. Et digestion, pas de signes intestinaux Elle a le transit perturbé, mais c'est pareil, c'est à cause de la greffe. Okay. Et ça diminue au fur et à mesure du temps? Oui, ça s'améliore. Et est-ce que, du coup, il y aura besoin d'une seconde greffe ou pas spécialement? Comment ça marche? On espère que non. D'accord. Parce qu'on espère qu'elle reste... Ouais. Ce sera que s'il y a une rechute, c'est ça? Voilà. D'accord. Ok. Parce que c'est pas comme certains, par exemple, greffe solide, par exemple, foie. Oui. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, parfois, on a besoin de regreffer avec... depuis 10, 15, 20 ans, ouais. Non, la greffe de moelle osseuse, c'est à vie. Elle est à vie pour elle. C'est à vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Et est-ce que du coup, comment vous, en tant que parents surtout, vous prenez soin de vous en fait au quotidien pour essayer un petit peu d'aller bien, d'aller mieux? C'est une question globale pour tous les parents. Ouais, pour tous les parents, parce que pas que les parents d'enfants malades ou qui ont été malades. Oui. C'est vrai que au départ, quand on a un enfant malade, on est happé dans la maladie, donc on s'oublie complètement. Et après, petit à petit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à retrouver une vie normale et à essayer de se trouver des moments plus pour nous, même de couple, parce qu'en fait, pendant 3 ans, on s'est peu vus. Et il y a eu quand même un petit frère qui est arrivé l'année dernière. Ouais, exactement. Donc après, quand ça allait mieux, en gros, vous étiez sortis un peu de tout ça, et du coup, elle s'entend bien avec son frère, ça se passe bien. Ça lui a fait beaucoup de bien aussi, parce que du coup, toute l'attention était vraiment tournée sur elle. Ouais. Et du coup, le fait ça a rééquilibré un peu. Voilà, ça a rééquilibré. Elle l'adore, elle est comme une deuxième maman. Ils sont fans. En plus, 1 an là, donc trop chouette. Et là, elle est en CP du coup. Elle rentre en CP, elle a rentré. Ouais. Ok. Ah oui, parce qu'elle est de début d'année finalement. Ok. Et psychologiquement, il y a eu un suivi pour elle ou quoi? Parce que quand même, c'est passé quand même pas mal de choses dans sa vie. Elle était suivie à l'hôpital seulement, mais aujourd'hui, elle va plutôt bien. Elle va bien. Ouais. S'il y a des choses qui vont pas, j'irai voir quelqu'un. Mais oui, comme tout enfant, comme tout enfant, on va dire qu'elle redevient presque normale. Ouais, avec une vie qui, à part ses immunoglobulines et puis la surveillance régulière à l'hôpital, finalement son quotidien et sa qualité de vie est quand même correcte aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé. C'est justement un peu le sujet qu'on a, parce que Romane était dans une école maternelle où il n'y a pas d'école primaire. D'accord. Du coup là, elle va rentrer à l'école primaire, donc les gens ne la connaissent pas. Et du coup, c'est un peu le sujet de dire qu'est-ce qu'on dit dit pas. Ah oui. Et je pense qu'on le dira à la directrice et à la maîtresse parce qu'elles sont un peu plus vigilantes. Oui, au moins elle. Mais je pense que du coup, ces nouveaux camarades de classe ne sauront pas forcément qu'elle a été malade avant. Restart. Surtout que comme aujourd'hui elle a des cheveux encore plus que oui, elle a pas de signe au niveau de l'apparence en tout cas, et c'est pas écrit sur sa tête quoi. Non, elle a des lunettes, elle a un cache-œil, mais comme beaucoup d'enfants. Oui, finalement. Ouais. Donc elle va se faire opérer. Oui, elle va quand même garder le cache-œil encore, je pense 2 ans. D'accord. Mais bon, ça c'est pas, c'est quelque chose de commun. Donc c'est vrai, oui, il y en a plein dans toutes les classes. Pareil, l'eczéma c'est commun. Ouais.
Voilà. Finalement, une vie, comme on dit, quasiment normale, en tout cas pour les enfants. En tout cas, merci beaucoup, Salomé, pour ton témoignage. Avec plaisir. Et puis, on va sensibiliser de manière encore plus forte, en fait, aux dons, de quel que soit le type de don. En tout cas, c'est très important. On mettra tous les liens, bien sûr, en description, pour que vous soyez le plus rapidement informés par rapport aux dons et puis trouver les endroits les plus proches de chez vous en permanence. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens utiles en description. Et si l'épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à liker et à partager les vidéos sur les réseaux du compte Doctoshow. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante ou la parole d'un expert passionné. À très vite.